Bonjour et bienvenue dans Le Bruit des Pages, le podcast qui vous parle de lecture sans fioriture. J'espère que vous vous portez tous bien. Bonjour Marine, j'espère que toi aussi tu vas bien. Mais oui, très bien Catherine, et surtout j'ai hâte de me lancer dans cet épisode. Et oui, parce qu'aujourd'hui on a choisi un thème qui nous tient à cœur toutes les deux, et depuis le temps vous avez dû vous en rendre compte. Comme vous le savez, nous sortons ce podcast pile à temps pour marquer la Journée internationale des droits des femmes qui a lieu le 8 mars. Alors on ne pouvait pas manquer cette occasion de l'évoquer au travers de nos lectures, et on a choisi d'en parler avec des essais, des romans, des BD qui nous présentent des portraits de femmes incroyables qui ont fait avancer la cause féminine. Et évidemment, sur un sujet pareil, on ne manquait pas de choix. On aurait d'ailleurs probablement pu en faire 2 ou 3 épisodes, mais on a choisi de réduire notre choix et d'en garder sous le coude pour plus tard. Dans ce 12e épisode du Bruit des Pages, vous trouverez donc Les Grandes Oubliées, pourquoi l'histoire a effacé les femmes de Titu Lecoq, le roman Madame Sinclair, Reine de Harlem de Raphaël Confiant et la BD Queenie, la marraine de Harlem d'Aurélie Lévy et Elisabeth Colomba, et puis les BD À main nue de Leila Slimani et Clément Oubrerie, Nelly Bly dans L'antre de la folie de Virginie Aulagnier-Jouvray et Carole Morel, et enfin Les espionnes racontent de Chloé Eberhardt et Aurélie Paulet. Tout un programme. Et pour commencer, ce n'est pas un portrait à proprement dit, mais je vous propose de remettre un peu les pendules à l'heure avec cet essai de Titu Lecoq, Les Grandes Oubliées, pourquoi l'histoire a effacé les femmes, édité par les éditions de l'Iconoclaste. De tout temps, les femmes ont agi. Elles ont régné, écrit, milité, créé, combattu, et pourtant, elles sont pour la plupart absentes des manuels d'histoire. Pourquoi ce grand oubli ? De l'âge des cavernes à nos jours, Titu Lecoq s'appuie sur les découvertes les plus récentes pour analyser les mécanismes de cette vision biaisée de l'histoire. Elle redonne vie à des visages effacés, raconte ces invisibles si nombreuses qui ont modifié le monde. Alors c'est vrai que c'est un livre court, dense et très riche. Moi je l'ai dévoré en 2-3 jours et en le terminant, je me suis dit qu'il faudrait presque le relire régulièrement pour assimiler toutes les idées et retenir en plus tous les noms cités. Ouais, c'est clair, il y en a beaucoup. Bah oui, moi j'ai trouvé que c'était une lecture vraiment nécessaire. Comme on le disait plus tôt, ça remet vraiment les pendules à l'heure. C'est vrai que moi aussi, en le lisant, j'ai évidemment pensé à ma situation, à mes cours d'histoire quand j'étais dans toute ma scolarité. Et j'ai vraiment réalisé que les femmes y tenaient une place plus que minoritaire, ce qui est quand même un vrai scandale. Je ne sais pas si ça t'a marqué, mais à la fin du bouquin, Titu Lecoq fait un petit calcul. Elle a pris un livre d'histoire de collège, je crois, et elle regarde le nombre de pages consacrées à des femmes. Et elle s'est rendue compte que, si je ne me trompe pas sur les chiffres, sur 277 pages, il y en avait 6 c'est honteux. Qui était qui parlait de femmes. Voilà où on en est. Ça donne un peu l'idée de la chose, ouais, en effet. Ouais, ça fait un peu froid dans le dos. Ouais, c'est ça. Ouais. Moi, c'est vrai qu'en lisant ce livre, j'avais un peu l'impression de me retrouver en classe avec Titu Lecoq devant moi, qui me disait tu te rappelles tout ce qu'on t'a enseigné en histoire ? Eh bien, c'est faux, ou alors partiellement vrai, on va dire. Résultat, tu ressors du bouquin en ayant pris une belle claque et surtout une belle leçon d'histoire, en fait. Oui, c'est clair, elle a fait vraiment un énorme travail de compilation de travaux d'historienne et aussi d'un ou deux historiens quand même. Il faut rétablir la balance. Et elle nous explique pourquoi et comment les femmes disparaissent de l'histoire. C'est un sujet évidemment qui nous plaît bien, qui nous tient à cœur et qui évidemment aussi ne manque pas de nous indigner par la même occasion. C'est passionnant, c'est hyper bien expliqué, c'est très clair, accessible. Titu Lecoq est vraiment très bonne pédagogue. À la fin, moi, je me suis dit qu'il fallait vraiment que je le fasse lire à mes petites cousines qui sont plus si petites que ça, et aussi que je me souvienne pour la génération d'encore après de tout ce que Titu Lecoq nous raconte pour que je leur fasse des petits cours à mes filleules, à mes nièces et tout ça. Parce que je pense que c'est nécessaire de transmettre après toutes ces informations et toutes ces connaissances. Titu Lecoq a fait vraiment un travail très rigoureux. Elle décortique les mécanismes qui ont éloigné les femmes de l'histoire et les analyse pour nous faire la démonstration de cet éloignement et de cet oubli. Et on comprend aussi par la même occasion du coup la mise en place du patriarcat. Et du coup, c'est l'occasion de nous faire des portraits de femmes qui ont joué un rôle important dans l'histoire et qui pourtant m'étaient pratiquement toutes inconnues.
Oui, et puis en plus, on ne peut pas s'empêcher de se demander, mais comment ça se fait que je n'ai jamais entendu parler de toutes ces femmes ? On se rend compte qu'on a une vision vraiment biaisée de l'histoire au final, que quand on nous dit chevalier ou médecin ou poète, tout de suite on imagine un homme, alors qu'en fait, il existait aussi des femmes derrière les armures, derrière les manuscrits. Chevaleresses. Exactement, et que justement, ces mots qui désignaient ces professions au féminin, ils existaient. Donc là, tu as envie de dire, toc, t'as tous ces petits réacs là qui nous disent que autrice, non, c'est moche, blablabla, c'est pas français. Donc ça remet vraiment les choses à leur place. Ouais. Alors, c'est vrai que 400 pages pour raconter l'humanité, c'est court. C'est d'ailleurs un reproche que j'ai de temps en temps lu au sujet de ce livre, parce qu'elle balaye au final l'ensemble de l'histoire. Elle parle vraiment de la préhistoire jusqu'à nos jours. Et on pourrait penser que c'est très superficiel. Mais moi, je pense au contraire que ce livre ouvre la voie à d'autres lectures. Oui, en fait, je trouve qu'on peut, à toi après, d'aller te renseigner sur ce qui t'intéresse dans le livre. Oui, tout à fait. Par exemple, pour moi, j'ai très envie de me renseigner un peu plus sur la condition de la femme au Moyen-Âge. Toutes ces reines qui ont régné, toutes ces femmes oubliées qui exerçaient un peu le même métier que les hommes. Moi, ça m'a donné envie d'en savoir plus. En plus, c'est vrai que dans les livres d'histoire, le Moyen-Âge est souvent un peu dénigré, c'est vu comme une période sale, sombre, un peu sauvage, alors qu'en fait, c'est une vision qui a été imposée par la Renaissance, parce qu'à ce moment-là, on adulait l'Antiquité et on a dit non, le Moyen-Âge, on va balayer tout ça sous le tapis. Et justement, Titu Lecoq parle de la condition des femmes à cette époque, qui au final était bien plus égalitaire que ce qu'on pourrait croire. Ah oui, c'est clair que c'est pas du tout... la façon dont elle décrit le Moyen-Âge, c'est vraiment à l'opposé de ce qu'on a comme vision. Tu tombes des nues. Complètement. C'est clair. Après, du coup, le gros danger, quand on lit ce livre de Titu Lecoq, c'est que on en ressort avec une liste longue comme le bras de livres à lire qui sont tirés des notes de bas de page. Oui. C'est un peu... On avait déjà eu ce problème-là avec Mona Chollet. Clairement, on l'a à nouveau. Enfin, moi, presque toutes ces références me donnaient envie. Elles te font pas économiser sur le budget bouquin, ça non, c'est clair. C'est clair. Et évidemment, on peut pas s'empêcher de faire un peu le rapprochement quand même avec Mona Chollet. Oui. Même si c'est pas... je dirais que c'est plutôt complémentaire comme travaux. C'est vrai. Et puis c'est des autrices, moi je pense que les deux sont à voir absolument dans sa bibliothèque en fait. Oui, c'est ça, exactement. Sur des thèmes un peu différents. L'une c'est plus historique, l'autre c'est plus sociologique. Mais ça apporte beaucoup de choses. Exactement. Et puis, alors... Cerise sur le gâteau, Titu Lecoq a beaucoup d'humour. Ce qu'elle décrit, c'est très souvent révoltant, mais elle fait passer la pilule en y ajoutant ses touches d'ironie, d'humour et de mordant que moi j'adore. Quand elle raconte l'histoire de la vie de la reine Bruno. Ouais, c'est trop drôle. C'est trop drôle, en mode Game of Thrones. Franchement, j'ai adoré, quoi. Ouais, moi aussi. Je sais pas si tu l'avais lu, mais moi j'ai lu un seul de ses livres, de ses autres livres, même si j'en ai un autre dans ma bibliothèque. C'était Sans télé, on ressent davantage le froid. Je l'ai lu il y a quelques années et j'avais vraiment adoré. Pour le coup, ça m'avait vraiment fait rire et ça me parlait tellement en plus. Enfin, je pense que franchement, si tu le lis... Ouais, je l'ai pas lu. Je vais le découvrir parce que ça, en tout cas, c'est vrai que sa plume m'a donné un peu envie de lire d'autres livres d'elle. Voilà, moi j'étais vraiment tombée sous le charme de son humour et de sa plume, donc un peu fangirl, quoi, il faut le dire. Donc voilà, Les Grandes Oubliées, c'est un essai édifiant à mettre définitivement entre toutes les mains. Oui, c'est un livre qui envoie valser les clichés, qui rappelle que la société a en premier lieu été masculinisée et qu'il serait bon de retrouver un équilibre. Stéphanie Sinclair, voilà une femme qui a été oubliée dans l'histoire des grands gangsters américains. Et pourtant, après la lecture de Madame Sinclair, Reine de Harlem, de Raphaël Confiant, paru en poche chez Folio, et de la BD Queenie, la marraine de Harlem, d'Aurélie Lévy et Elisabeth Colomba aux éditions Anne Carrière, on se rend bien compte qu'elle avait toute sa place au panthéon des gangsters new-yorkais. Dans le New York des années 1920-1940, Stéphanie Sinclair connut un incroyable destin. Venue de sa Martinique natale, elle devient reine de la loterie clandestine, surnommée Madame Queen ou Queenie par le milieu, et affronte avec succès à la fois la pègre noire et la mafia blanche du syndicat du crime. Traversant avec panache toutes les époques, la Première Guerre mondiale, la Prohibition, la Grande Dépression de 1929, la Seconde Guerre mondiale et le début du mouvement des droits civiques, elle s'enrichit et devient une icône à Harlem, mais aussi dans nombre de ghettos noirs du nord des États-Unis. Pour tout te dire, je m'attendais à lire un peu la même histoire dans des formats différents entre le roman et la BD. Et finalement, j'ai été assez surprise parce que les deux versions sont plutôt très complémentaires, autant dans leur forme
que dans les angles de narration choisis. Il y a des éléments clés de la vie de Stéphanie Sinclair qu'on retrouve à la fois dans Madame Sinclair et dans Queenie. Mais sinon, les deux n'abordent pas du tout la vie de cette Madame Queen de la même façon. Finalement, Queenie vient raconter des événements qui ne sont qu'évoqués dans Madame Sinclair. Et Madame Sinclair donne plutôt une vision plus étoffée, je trouve, de la vie de cette gangster martiniquaise de Harlem. Et bien sûr, au cœur de tout ça, on a cette Stéphanie Sinclair, alias Queenie. Et quel personnage! D'abord, c'est une femme qui sait ce qu'elle veut. Évidemment, on aime ce genre de personnage. Entièrement. Elle n'a pas la langue dans sa poche, elle n'a pas froid aux yeux, elle est haute en couleur, intelligente, entière. Et elle a vraiment un destin hors du commun et évidemment est prête à tout pour survivre et réussir. C'est pas non plus une enfant de cœur, franchement, on le comprend vite. Mais c'est vraiment... Enfin, je trouve ça assez incroyable qu'elle ait été oubliée par l'histoire alors qu'elle a côtoyé les plus grands gangsters américains, Lucky Luciano, Dutch Schultz. Bref, c'est un personnage vraiment très romanesque. Franchement, je comprends pas qu'on n'ait pas plus parlé d'elle et même qu'il n'y ait pas des films ou sur des elle. séries, ou des séries. C'est clair. vraiment genre un super personnage pour ça s'y quoi. prête, ouais. Moi, de manière générale, j'ai beaucoup aimé le roman comme la BD pour des raisons très différentes. La BD, d'abord, si on commence par ça, je l'ai aimée pour son style et ses dessins, que je trouve vraiment particulièrement bien adaptés à l'époque qu'ils décrivent. Alors moi, contrairement à toi, j'ai pas lu le roman, mais j'ai lu la BD et j'ai été un peu plus mitigée. Bon, après, il faut dire que je l'ai attaqué pour le podcast et que dans le même temps, j'étais en train de lire Le Chant d'Achille de Malin Miller. Donc j'ai un peu fait le grand écart quand même entre ces deux lectures. C'est pas vraiment les mêmes univers. Non, pas du tout même. Donc voilà, j'ai pas été ultra convaincue par les dessins en noir et blanc. C'est vrai que je préfère quand il y a de la couleur. Là, je trouvais que les graphismes étaient un peu froids, un peu distants et cette précision, ce trait très tranchant a tendance, je trouve, à tenir un peu le lecteur à distance. Ah, c'est marrant parce que moi, pour le coup, j'ai bien aimé le noir et blanc et ce côté froid, en effet, tranchant, comme tu dis. Je trouve que justement, ça fonctionne bien parce qu'on parle de mafia, quoi, tu vois, c'est pas fun et mignon et des pâquerettes, quoi, tu vois. Donc moi, au contraire, j'ai beaucoup aimé les coups de crayon. Je trouve qu'on est direct dans cette ambiance années 30 aux États-Unis. Et puis, les flashbacks, pour le coup, sont un peu plus doux. Le trait est pas tout à fait le même. Vrai. Je sais pas si t'as vu. Oui. Et ça marque bien la différence entre le temps présent et les flashbacks sur sa vie d'avant. Et ça, je trouvais que c'était très, très bien fait. Oui, c'est vrai. Bon, après, il faut dire que de base, moi, je suis pas très fan des histoires de mafia, mais j'étais quand même curieuse de découvrir cette BD et l'histoire de Stéphanie Sinclair quand tu m'en as parlé. Après, c'est vrai que son histoire, elle est dingue parce qu'elle part vraiment de rien. Elle se retrouve à diriger l'un des plus gros gangs de Harlem et de New York. Et d'ailleurs, moi, c'est ce que j'ai préféré dans la BD. Je trouve que c'est les flashbacks avec son enfance en Martinique qui nous permettent un peu de mesurer justement l'ampleur de son évolution, les épreuves auxquelles elle a dû faire face. Et du coup, j'ai regretté qu'il n'y en ait pas plus. Alors pour ça, il faut lire le roman. Bah ouais, voilà, je pense que c'est ça peut-être qui me manque. Du coup, j'ai moins accroché à l'histoire avec la mafia italienne. Bon, après, il faut dire que je suis vraiment nulle pour comprendre ce genre de truc. Je suis un peu le genre de meuf qui peut regarder un film de gangster et après 3 heures de film, parce que oui, les films de gangster, c'est très long, dire attends, mais du coup, pourquoi il l'a tué? Bon, vous voyez un peu le genre, ça craint. Bon, là, j'ai compris les enjeux quand même, parce que je suis pas ralentie du bulbe à ce point. Mais bon, j'avais parfois du mal à replacer tous les personnages, qui fait quoi, qui est avec qui, etc. quoi. Alors justement, c'est ce que je te disais. Je pense que si tu avais lu le roman aussi, tu aurais sûrement eu un peu plus d'infos. C'est vrai que la BD prend un peu un moment de sa vie et en plus un peu la fin de son règne. Et du coup, peut-être qu'en effet, sans avoir lu le roman, on est un peu plus perdu dans pourquoi on en est là, etc. Alors que c'est vrai que, c'est ce que j'ai beaucoup aimé, le roman donne beaucoup plus d'éléments sur sa vie. Oui, puis en plus, c'est vrai que, comme tu dis, on est sur la chute quand même. Oui. Et finalement, je trouve que dans la BD, c'est pas qu'elle est pas mise en valeur, mais elle est pas aussi présente que ce que j'aurais aimé, parce que tu sens qu'elle est sur le déclin, quoi. Et du coup, c'est peut-être pour ça que j'ai préféré les flashbacks, où vraiment, là, on était entièrement avec elle. Je trouvais que c'était plus son acolyte qui était mis en valeur, finalement, peut-être dans l'histoire avec la mafia. Ouais, alors que dans les romans, on part vraiment de la Martinique à l'arrivée à New York, dans le Five Points, même en passant d'ailleurs par une petite étape en France, puis des Five Points à Harlem, et son accession au pouvoir comme marraine de Harlem, et tout ça dans tous les gangs
gangs dans lesquels elle gravite pour devenir elle-même la marraine. Donc vraiment, on a toutes les étapes de son accession au pouvoir en tant que marraine de Harlem. Et puis surtout, après, moi, ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans le roman, c'est le style du roman. C'est pour ça, je pense que j'ai même préféré le roman à la BD. D'abord parce que, en fait, c'est Queenie, grand-mère, qui raconte son histoire à son petit-neveu. Et donc, c'est raconté comme si une grand-mère te racontait sa vie. Donc, dans le désordre, avec des oublis, elle radote. Donc, elle va raconter 3 fois la même scène. Elle passe du coq à l'âne. Et voilà. Et en même temps, comme une mamie te raconterait sa vie, quoi. C'est vivant, du coup. Voilà, c'est hyper vivant. On ne s'y perd pas pour autant. On comprend qu'il y a des événements dans sa vie qui l'ont énormément marquée, puisque elle n'arrête pas de revenir à ces événements-là. Et en plus, elle a une gouaille incroyable. C'est vraiment, alors là, dans le style et dans l'écriture, c'est vraiment super. On est entre le créole et le parler de la rue. Cette écriture, c'est vraiment un vrai petit plaisir. On a presque envie de le lire à haute voix, tu vois, la façon dont c'est pour dont c'est l'entendre, écrit. Ouais, c'est ça. Raphaël Confiant, qui est donc l'auteur du roman, est un écrivain créole. Et vraiment, on sent qu'il s'en donne à cœur joie. Il distille les phrases créoles, les expressions populaires surannées qui rendent la lecture hyper plaisante. Par contre, c'est vrai que côté BD, il faut saluer aussi le travail des autrices qui arrivent en une centaine de pages à restituer l'atmosphère de Harlem, de sa mafia, de ses artistes, des enjeux politiques aussi de l'époque. Et d'ailleurs, j'ai lu qu'Elisabeth Colomba s'était inspirée de photographies et d'archives, de magazines de mode de l'époque. Comme souvent d'ailleurs pour les BD historiques, il y a un gros travail de recherche, de références et d'archives pour être au plus proche de la réalité et très fidèle au décor, etc. Et le découpage des planches est très précis, très vivant et très filmographique. Et en fait, ça n'a rien d'étonnant parce que j'ai découvert qu'Elisabeth Colomba dessine régulièrement des storyboards pour Hollywood. Et tout s'explique. Voilà, exactement. L'impression s'explique. Je vous invite d'ailleurs à regarder ces peintures sur Internet qui ont un style très très différent de celui qu'on voit dans la BD. Et pour le coup, moi j'ai vraiment adoré ces peintures. En plus, elle a une très belle démarche puisqu'elle est martiniquaise comme Queenie et elle crée des portraits en réintégrant les femmes et les hommes noirs dans l'art. Donc vraiment, allez voir, c'est superbe. Et pour revenir plus précisément sur la BD, apparemment les droits d'adaptation au cinéma ont été vendus, donc surveillez les sorties. Ah voilà, on le disait au début, c'est un personnage qui vaut vraiment une adaptation cinéma. Moi, j'attends ça avec impatience. Et d'ici là, je vous encourage à lire le roman et la BD, mais en commençant par le roman. Et comme je vous le disais plus tôt, n'ayez pas peur parce que ça n'est pas du tout redondant. Si on vous dit que Suzanne Noël a fait ses études de médecine au début du XXe siècle, est devenue une chirurgienne reconnue et a été une des précurseurs de la chirurgie esthétique tout en s'engageant dans le mouvement pour le droit des femmes et tout cela entre 1900 et 1960, est-ce que vous nous croyez ? Et pourtant, c'est bien le cas, c'est son histoire que nous racontent Leila Slimani et Clément Oubrerie dans la BD À main nue, publiée par Les Arènes BD. À main nue, c'est l'histoire de Suzanne Noël, une féministe engagée pour le droit de vote des femmes et pionnière de la chirurgie réparatrice. Elle a notamment opéré de nombreux soldats défigurés par les obus de la Première Guerre mondiale, aux côtés du professeur Hippolyte Morestin. Tous deux développent des protocoles chirurgicaux révolutionnaires pour rendre leur dignité aux gueules cassées. J'ai adoré cette BD, déjà parce que je connaissais absolument pas l'histoire de Suzanne Noël, et ensuite parce que ces 2 tomes nous font vraiment voyager de la fin du 19e au début des années 50. On suit l'évolution de la médecine, du féminisme, et la vie surtout de cette femme époustouflante. Mais oui, quelle découverte cette Suzanne Noël, et son histoire, franchement, incroyable. Moi, j'avais absolument pas entendu parler d'elle jusqu'à la découverte de cette BD, et pourtant, elle a été tellement précurseur. Franchement, j'en reviens pas de me dire qu'elle n'est pas plus connue que ça, qu'on n'a jamais entendu parler d'elle. Elle était évidemment précurseur par rapport aux femmes de son époque, mais surtout, elle l'était aussi dans le domaine de la médecine de manière générale, même par rapport aux hommes médecins. Et c'est vraiment une double réussite. Déjà, être femme chirurgien au début du XXe siècle, c'est quand même un bel exploit quand même. Et déjà ça vaut tout à fait le fait qu'on raconte son histoire. Mais en plus, on découvre qu'elle est une des pionnières de la chirurgie esthétique avec les gueules cassées de la Première Guerre mondiale, avant d'inventer le lifting. Et pour en rajouter une couche, elle a aussi participé au combat pour les droits de vote des femmes.
Franchement, mais elle a vraiment pas fait les choses à moitié, cette Non, Suzanne Noël. vraiment pas, ouais. Bref, il était vraiment temps qu'on lui rende hommage et qu'on raconte son histoire. Et c'est ce que font, je trouve, Leila Slimani et Clément Houbrerie avec brio. Et en plus, il faut dire que les dessins de Clément Houbrerie et les couleurs de Sandra Desmazières collent parfaitement avec le dynamisme, la vivacité de notre héroïne, mais aussi la noirceur et les angoisses qui vont balayer toute sa vie. Il y a des couleurs à la fois très vives et très sombres. Le trait est un peu charbonneux, un peu épais, parfois violent même. Et surtout, les dessins nous font vraiment revivre les époques avec les costumes, les décors. Je trouve on y est complètement, quoi. Ah oui, complètement, ouais, c'est vrai. Moi, j'ai vraiment été emportée par son histoire, même si, bon, je mettrais un petit bémol sur la vision du corps de la femme par Suzanne Noël, et notamment son rapport à la beauté, avec cette idée que les femmes doivent être belles pour pouvoir se libérer, ce qui justifie de leur retirer rides et bourrelets. C'est vrai que moi, ça m'a un peu choquée, mais je pense que c'est aussi parce que je le lis avec le prisme de notre époque et que c'est un peu dur de faire abstraction de tout ça. En fait, j'ai un peu l'impression qu'aujourd'hui, on dirait exactement l'inverse. C'est justement en acceptant son corps, en refusant les diktats sur le corps des femmes qu'on se libère. Et du coup, en fait, je me dis, bon, replaçons ça dans son contexte. À l'époque, c'était une grande avancée déjà de permettre aux femmes d'aller travailler parce qu'elles n'avaient plus le visage défiguré ou qu'elles paraissaient plus jeunes. Bah oui, moi c'est vrai que c'est un paradoxe qui m'a fait réagir aussi, parce qu'être féministe et se battre pour que les femmes puissent faire de la chirurgie esthétique, on se dit, bon, il y a un problème. Mais en fait, quand on replace la chose dans son contexte, on comprend finalement la logique de Suzanne Noël, puisque malheureusement, à l'époque, les femmes avaient vraiment du mal à trouver un travail, et d'autant plus quand elles étaient vieilles, et elles étaient vraiment mises sur le banc de touche, et faire de la chirurgie esthétique pour effacer les rides et le temps, c'était un moyen pour elles de rester actives dans la société, et donc de devenir indépendante par rapport aux hommes. Et en tant que féministe, Suzanne Noël, elle avait très bien compris ça, et elle défendait la chirurgie esthétique, et surtout elle était très généreuse parce qu'elle opérait les femmes les plus riches, mais elle prenait aussi comme patientes des femmes qui n'avaient pas du tout les moyens de s'offrir ses services, et elle adaptait ses tarifs, voire elle travaillait gratuitement. Ouais. Donc pour ça, il y a quand même un travail énorme pour le droit des femmes, et puis son combat féministe, il est aussi passé par la défense du droit de vote, par exemple. Oui, complètement. Elle a énormément travaillé là-dessus. Voilà, donc à main nue, c'est une BD riche, engagée et féministe, et surtout une BD passionnante. Encore un portrait de femme en avance sur son temps avec cette BD sur Nellie Bly, la pionnière du journalisme d'investigation américaine. La BD s'appelle Nellie Bly dans l'antre de la folie et elle est parue chez Glénat. Nellie Bly a eu une vie bien remplie et de nombreux faits d'armes dans son métier de journaliste, mais c'est de son premier scoop que nous parlent Virginie Olagnier-Jouvray et Carole Morel. Nellie Bly est complètement folle. Sans cesse, elle répète vouloir trouver ses troncs. Personne n'arrive à saisir le sens de ses propos, car en réalité, tout cela n'est qu'une vaste supercherie. Nellie cherche à se faire interner dans l'asile psychiatrique de Blackwell, à New York, dans le but d'y enquêter sur les conditions de vie de ses résidentes. Y parvenant avec une facilité déconcertante, elle découvre un univers glacial, sadique et misogyne, où ne pas parfaitement remplir le rôle assigné aux femmes leur suffit à être désignées comme aliénées. Allez, après la médecine, on passe au journalisme. Bon là, forcément, ça nous parle un peu plus. Être enfermé pendant 10 jours dans un asile psychiatrique, franchement, ça, c'est de l'enquête de terrain. Ah, c'est clair. J'ai pas pu m'empêcher de penser en plus aux 2 romans que j'ai lus sur ce sujet, La salle de bal d'Anna Hope et Le bal des folles de Victoria Mass. On y retrouve les mêmes violences, les mêmes préjugés et la même pression patriarcale au final. Même encore plus, je trouve. Même encore plus, c'est encore plus violent, ouais, c'est vrai. Et vraiment, moi, tout le long de cette BD, j'ai admiré le courage de cette femme qui est allée jusqu'à se faire passer pour folle, pour enquêter. Et grâce à ce reportage, Nellie Bly va entrer dans l'histoire du journalisme et du féminisme. Ouais, c'est vrai qu'en tant que journaliste, c'est vraiment difficile de ne pas admirer son travail et sa ténacité. Et d'autant plus quand on sait que c'était quand même en 1887. Ça force le respect. Ouais, c'est vrai. Cet album, c'est vraiment un très bel hommage à cette femme qui était une grande journaliste et qui s'est battue contre les injustices toute sa vie.
Et encore une fois, une journaliste qu'on connaissait pas. Pas du je sais tout, pas toi, même. mais Non, j'en avais jamais entendu parler. Encore une dont on n'avait jamais entendu parler. Et pourtant, on est dans le milieu, donc on devrait un peu être au courant, et même pas. Donc voilà, c'est encore on a un trou dans notre culture et dans la culture de l'humanité. Voilà, mais au moins voilà, on y travaille un peu là, tu vois. Ouais, voilà. Et d'ailleurs, moi, ça m'a bien donné envie de lire le reportage qu'elle a fait, donc qui s'appelle 10 jours dans un asile. Il existe d'ailleurs en édition poche chez Point. Et une partie des textes du reportage sont directement utilisés dans la BD. Et c'est une des forces, je trouve, de la BD. On est vraiment plongé dans le processus d'enquête de Nellie Bly. Tous les mauvais traitements sont représentés sans filtre. Nellie et ses compagnes d'infortune sont affamées, humiliées, battues, probablement pire, même si c'est pas dit mot pour mot. Et pourtant, on comprend que Nellie est toujours animée par cette volonté de témoigner. C'est vrai que la BD se concentre essentiellement sur cette période de sa vie, mais j'ai aussi beaucoup aimé le fait que le récit offre quelques flashbacks de son enfance, de ses combats et des autres reportages qu'elle a écrits, notamment sur les conditions de travail des ouvrières, parce que c'est une passionnée et c'est surtout ça, au final, que raconte la BD. C'est une vision du journalisme féministe et engagé, combatif. Et puis d'ailleurs, ces flashbacks montrent aussi comment elle en est arrivée à être aussi combative, à se concentrer sur justement les injustices, etc. Enfin, vraiment, ça permet de justifier un peu de comprendre où elle en est. Son parcours. Oui, tout à fait. Et du coup, ça donne le portrait d'une femme forte, déterminée, qui ne lâche rien face à la misogynie du milieu journalistique et de la société de façon générale. Et puis, le jeu graphique est très important dans la BD parce qu'il y a un vrai contraste de couleurs et d'ambiance justement entre ces deux frises temporelles. On a d'un côté une atmosphère très sombre, très sordide, presque fantomatique quand on se retrouve dans l'hôpital psychiatrique. Et de l'autre, il y a des couleurs très vives quand il s'agit de parler de l'agitation de New York ou du Mexique, ou quand il y a des flashbacks aussi sur sa vie. Donc, c'est beaucoup plus coloré. Exactement, on voit tout de suite le contraste. Et d'ailleurs, c'est ce qu'expliquent les autrices à la fin du livre, car on retrouve leurs interviews. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé ce principe. Ouais, c'était bien. C'était super intéressant. Ouais. Et on comprend leurs recherches, leur collaboration pour rendre hommage à Nellie Bly et à son travail. Ouais, et d'ailleurs, comme tu le disais sur les dessins, moi, c'est une chose que j'ai beaucoup aimée, c'est la façon dont Carole Morel donne corps à la folie, avec des spectres, des monstres qui semblent tapis dans l'ombre, avec des tentacules qui s'emparent de ces pauvres femmes qui, saines d'esprit en arrivant, tombent dans la folie à cause de la façon dont elles sont traitées et la façon dont elles sont abandonnées là. Finalement, en fait, je trouve que les dessins montrent que la folie est presque un refuge pour elles. Et puis, il y a aussi des moments de grâce. Comme par exemple cette page où les femmes, tu sais, sont autour d'un piano et s'évadent et s'envolent un peu par la musique. C'est vrai qu'elle est très belle cette planche. Ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé. Moi aussi. C'est au milieu de tout cet univers sombre, il y a un moment où... De respiration un peu. C'est vrai que j'ai beaucoup aimé aussi ce dessin. Puis c'est vrai que cette BD, elle s'inscrit quand même, faut le noter, dans un mouvement qui est assez positif, qu'on voit se développer de plus en plus en ce moment. On voit ces femmes être réhabilitées. C'est le cas avec Suzanne Noël et là peut-être encore plus avec Nellie Bly, puisque une partie de ces reportages ont été republiés. Pour vous en citer quelques-uns, il y a eu 10 jours dans un asile, mais aussi le tour du monde en 72 jours ou 6 mois au Mexique. Donc voilà, ça vous donne quelques idées de lecture si vous voulez en savoir plus sur cette femme incroyable. Pour finir, vous connaissez peut-être la web-série sur Arte ou le livre enquête de la journaliste Chloé Eberhardt. Nous, on va vous parler de la version BD des Espionnes racontent de Chloé Eberhardt et Aurélie Paulet, parue chez Steinkiss. Journaliste au Monde, Chloé Eberhardt décide d'enquêter sur les véritables histoires des femmes ayant œuvré dans les différents services d'espionnage. Après de longs mois d'enquête, elle a retrouvé 6 anciennes espionnes, pionnières dans leur domaine. Chacune nous raconte ses aventures et nous transmet son témoignage. DST, CIA, KGB, Mossad, l'autrice nous dévoile les dessous d'opérations secrètes menées par des femmes, et ce malgré les nombreux préjugés de leur hiérarchie. Cette BD aurait vraiment pu être une super collection d'histoires d'espionnage haletantes, trépidantes. Sauf que, en fait, c'est pas des histoires, mais bien la vérité. Les témoignages de chacune de ces femmes sont vraiment prenants. Entre nous, je serais vraiment pas contre avoir un peu plus de détails. Ouais, complètement. Et encore une fois, on se demande pourquoi on ne parle pas plus de ces femmes qui ont joué un rôle tout aussi important que les hommes dans les services de renseignement. Elles avaient sûrement des motivations
toutes différentes, mais elles ont toutes servi leur pays, parfois au risque de leur vie, et toujours en ayant à combattre d'abord les préjugés de leur patron masculin. En tout cas, elles sont bien loin du cliché de la Mata Hari ou de la James Bond girl. Oui, c'est vrai qu'on est loin du cliché du super-héros en costume cravate, et que ce soit pour les hommes ou pour les femmes d'ailleurs, parce qu'on découvre le vrai visage de l'espionnage. Genre, c'est pas vraiment comme dans un film de James Bond en fait. Non, c'est presque plus ennuyeux. Ouais. Et il y a plus de paperasse. Il y a plus de paperasse. Je pense que c'est ça surtout parce qu'en vrai, il y a des histoires, elles sont assez incroyables. Oui, et assez rocambolesques. Ouais. Là, pour le coup, tu te crois dans un film. Et ces femmes, du coup, elles ont toutes participé à des opérations toutes plus folles les unes que les autres. Elles ont fait la gloire de leur service à leur époque. Et après plusieurs mois de recherche et de portes claquées au nez, parce que Chloé Eberhardt, elle s'attaque quand même à un des systèmes les plus fermés au monde, enfin l'espionnage, quoi. Oui, je suis assez même étonnée qu'elle ait eu autant de témoignages finalement. C'est énorme quand on y pense. Et puis surtout sur des opérations qui semblent assez... Bon, c'est surtout dans un contexte de guerre froide. Donc maintenant, c'est passé. C'est un peu déclassifié, j'imagine. C'est un peu déclassifié, mais bon, à l'époque, c'était quand même des grosses opérations, quoi. Ouais. Alors, donc avoir ces témoignages-là, c'est fou. Oui, c'est fou. Après, il y a certaines opérations. Moi, il y en a une, je l'ai lue et je me suis dit, tiens, c'est marrant, ça me dit quelque chose. Et en fait, il y a eu un film Netflix. Dessus, celle de l'opération du Mossad pour évacuer les Juifs d'Éthiopie. Ouais, cette opération-là, en fait, ils en ont fait un film Netflix qui s'appelle Brothers... Oh, je me souviens plus du nom, mais il y a eu aussi... Et il est dans ma liste que je ne l'ai toujours pas vu. Voilà. Mais... Et il y a une des opérations aussi qui a inspiré le film Argo. Oui. Alors, c'est pas cette opération-là, mais c'est les mêmes protagonistes. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est les mêmes espions qui ont aussi travaillé sur d'autres opérations et qui ont travaillé sur Argo. C'est ça. Donc bon, c'est vrai que c'est pas non plus des trucs complètement inconnus, mais elle va quand même, on le voit au début de la BD, elle utilise un peu quand même des techniques d'espionne elle-même. Ouais, elle galère un peu aussi. Elle galère un peu, ouais, c'est clair. Voilà, c'est vrai qu'on comprend que l'espionnage, c'est avant tout finalement beaucoup de patience, beaucoup de sacrifices aussi. Il y a certaines vies qui m'ont marquée parce que finalement, on se retrouve face à des femmes qui ont dû mener une double identité tout le long de leur vie. Ah oui, c'est très marquant. Et donc voilà, on découvre que oui, il y avait des femmes espionnes et que oui, leur rôle a été décisif dans bien des missions, même si parfois leur présence était souvent contestée et avouons-le minoritaire parce qu'elles n'étaient pas non plus en majorité dans les services d'espionnage, mais elles étaient là. Et raconter leur passé, c'est aussi leur donner voix au chapitre et surtout ne pas oublier leurs témoignages. Ouais. Et c'est vrai que pour revenir au travail de journaliste de Chloé Eberhardt, j'ai bien aimé dans la BD la façon dont on nous montre l'envers du décor et donc tout ce travail déjà pour trouver ces personnes à interviewer, ces espionnes. Je trouve que ça rend du coup le témoignage encore plus fort parce qu'on sait que l'enquête journalistique a été difficile. Et à côté de ça, je trouve que les illustrations d'Aurélie Paulet sont très adaptées au sujet. Le style est vraiment chouette. Il y a un côté rétro qui, je trouve, fonctionne bien avec l'ambiance espionnage, parce qu'on a quand même quelques idées un peu clichés sur l'espionnage. Et le côté noir et blanc, justement, pour raconter le présent et donc le travail de Chloé Eberhardt et ses rencontres avec les espionnes versus les couleurs quand on est dans l'action. Dans les récits, ouais. C'est vrai que moi aussi j'ai beaucoup aimé le graphisme de la BD, ce style vintage qui colle bien aussi à l'époque de la guerre froide. Ouais, complètement. Il y a un trait précis, les couleurs qui sont très 70s et tout cela correspond à chaque fois à l'atmosphère du personnage et du pays dans lequel on est. Donc voilà, c'est une BD qui est aussi instructive, passionnante qu'un film d'espionnage et puis surtout elle a le mérite de mettre en scène des héroïnes de l'histoire et de les extraire un peu de l'ombre de leurs collègues masculins. On a donc une belle galerie de femmes qui valent la peine d'être connues et surtout qui mériteraient de l'être un peu plus. Heureusement qu'il y a de plus en plus d'autrices et quelques auteurs prêts à nous les faire découvrir. Et évidemment, on ne peut pas conclure cet épisode sans évoquer une de celles qui a énormément aidé à faire connaître toutes ces femmes, Pénélope Bagieux avec son Culotté. Vous trouverez l'intégrale chez Gallimard BD. Elle y compile 30 portraits de femmes qui ont fait voler en éclats les préjugés et qui n'ont fait que ce qu'elles voulaient. On y retrouve d'ailleurs Nelly Bly et je trouve que c'est un bon point de départ sur le sujet et surtout c'est à mettre entre les mains de toutes les filles. Ouais, c'est vraiment hyper sympa comme BD. Ouais, moi j'aime beaucoup. Un vrai plaisir à lire,
un petit portrait par-ci, par-là. Ouais. Oui, puis parfois on retrouve aussi l'humour de Pénélope Bagieux. Enfin, voilà, complètement, ça, son style aussi qu'on aime beaucoup. Donc, non, c'est très chouette. Ouais. Et puis, un autre livre aussi à avoir dans sa bibliothèque et à consulter régulièrement, Ni vu ni connu, par le collectif Georgette Sand, qui a été publié aux éditions Hugo et compagnie. C'est un livre qui regroupe un nombre impressionnant de portraits de femmes oubliées. C'est un peu un mélange finalement entre Culotté et le livre de Titu Lecoq, c'est ça ? Oui, complètement. Ouais, ça mélange un portrait et en même temps, ça explique pourquoi elles ont été un peu effacées de l'histoire. Donc, on a vraiment les deux angles. Du coup, voilà, on vous le conseille vraiment pour découvrir encore plus de femmes qui ont fait l'histoire. Voilà, j'espère que notre sélection vous a plu. Peut-être que vous avez d'autres portraits de femmes en tête. N'hésitez pas à venir les partager avec nous sur notre Instagram, lebruitdespages.podcast et sur notre site. Vous le savez maintenant, on y indique toutes les références des livres et BD dont on a parlé aujourd'hui. Et vous le savez aussi, on est toujours prête à agrémenter notre pile à lire si vous avez des recommandations pour nous. Surtout quand il s'agit de portraits de femmes. Oui, surtout. Et comme toujours, vous pouvez aussi aller parler directement avec Marine sur Au fil des pages. Et avant de reposer nos micros, notre petit point lecture du moment. Marine, est-ce que c'est une histoire de femme que tu lis en ce moment ? Bah non, c'est une histoire d'homme. Une fois n'est pas coutume. Mais elle est écrite par une femme. Donc oui, je suis en train de terminer avec Le Chant d'Achille de Madeline Miller. J'hésite ensuite à continuer avec la mythologie ou à me lancer dans L'Enchanteur de René Barjavel. Alors moi, tu vois, je continue sur ma lancée. Je suis en train de lire A Thousand Ships de Natalie Haynes, qui raconte la guerre de Troie du point de vue des femmes. Il y a vraiment tous les éléments pour me plaire. Il est dans ma pile à lire d'ailleurs celui-là. Ouais. Donc je vais l'attaquer aussi bientôt. Donc si vous interrogez sur le thème du prochain épisode, on vient de vous donner quelques indices. En attendant, merci de nous avoir suivis. On compte sur vous pour nous soutenir. Likez et diffusez le podcast autour de vous. Chaque partage compte. On vous souhaite une belle journée des droits des femmes et de belles lectures pour aller avec. Et rendez-vous à la prochaine page.